Bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wesemann et aujourd'hui, dans le studio avec moi, à ma gauche, il y a le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Denis. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc, quels sont les thèmes, qu'est-ce que sont les thèmes aujourd'hui? Donc, on a une semaine encore complètement en hausse. Denis va nous faire un petit focus sur les grands gagnants de cette semaine. Et Laurent, tu as le rôle d'annoncer encore le gagnant de cette semaine, comme la semaine précédente. Donc, on commence comme d'habitude avec notre première rubrique et le bilan de la semaine. Alors Denis, je le disais tout à l'heure, donc tous les marchés sont en hausse et aussi le CAC en fait, non? Oui, on est content, hein, Falco, bah oui, tout va bien. Je suis très content. Des bonnes nouvelles globalement encore à vous donner. Donc cette semaine, c'est la troisième semaine de hausse d'affilée pour le CAC 40. Bon, c'est pas encore énorme, hein, c'est 0,92, mais mine de rien, c'est la troisième d'affilée, ce qui a permis en tout cas au CAC 40 de s'affranchir du seuil des 5300 points. Donc mine de rien, on monte. On n'a pas encore retrouvé le plus haut des 5442 du 8 mai, mais a priori, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Puisque tout semble aller pour le meilleur des mondes. On a une volatilité qui est quand même assez basse, on n'a pas de gros accidents, on n'en a plus en tout cas d'un point de vue géopolitique. Au niveau de la politique monétaire, tout a l'air de bien se passer, donc voilà, tranquillement, tout se fait dans le plus grand calme, mais on monte, c'est toujours mieux que baisser. Je suis bien d'accord. Alors, ce qu'on peut dire aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, on termine septembre en beauté, plus 4,80%. C'est l'un des meilleurs crus de cette rentrée depuis la création du CAC 40. On verra ça tout à l'heure, puisque c'est l'objet de notre grand focus. Alors, du coup, on a l'impression que rien ne peut arrêter ce CAC 40. Pas la demi-victoire d'Angela Merkel, pas non plus les craintes sur l'indépendance en Catalogne. La politique monétaire, tout va bien. Donald Trump, on n'entend plus parler de lui, il n'y a plus beaucoup de tweets, donc on se dit, pourquoi pas. En fait, il y a quand même un élément qu'on regarde et qui a bien aidé l'Europe quand même, c'est l'euro par rapport au dollar. C'est vrai que c'était l'un des sujets de crainte quand on l'a vu passer au-dessus des 1,20, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais là effectivement, en tout cas, l'apaisement, en tout cas sur le front de l'euro, a permis au CAC 40 de s'affranchir des 5300 points. Alors maintenant, pour ce qui est de la suite, oui, on va voir tout de suite. Ça peut être que Laurent. Le CAC 40 avec Laurent. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'analyse en fait? Qu'est-ce qu'il dit sur le CAC 40? Alors, sur le CAC 40 cette semaine, bien écoutez, on est toujours en progression haussière. Alors, sur un horizon de temps très très court, on est peut-être un petit peu suracheté. Vous voyez que depuis 5 jours, on n'a pas corrigé une seule fois. Nous arrivons dans une zone de résistance importante entre 5340 points et 5375 points. Autrement dit, ce n'est pas le moment d'acheter maintenant. Vous voyez que l'impulsion haussière qui a démarré début septembre est plutôt a priori en fin de cycle. Cela dit, on pourra tout à fait attendre un petit peu avant de revenir à l'achat. Alors, vous le voyez, on a eu deux bougies importantes hier et avant-hier. Autrement dit, beaucoup d'opérateurs qui sont maintenant tous positionnés à l'achat sur le marché, ce qui me fait dire qu'on a peut-être un petit risque de correction qui serait bienvenue pour continuer d'accompagner cette tendance. Depuis le début du mois, chaque semaine, on accompagne la hausse du CAC. Là, cette fois-ci, on va le faire, mais peut-être avec un petit délai, avec un retour qui serait opportun sur 5300 points pour revenir donc à l'achat. Les indicateurs techniques sont tous favorables pour le moment. Un RSI qui est suracheté, qui n'est pas divergent. Un ADX qui commence à pointer le bout de son nez à la hausse. Un DI+, qui n'est pas suracheté. Bref, on a un CAC 40 qui devrait continuer sa progression, même si à très court terme, il peut y avoir un petit risque baissier. Donc dans ce contexte qui est donc toujours à la hausse, on a choisi un turbo call de code ZU72B qu'on essaiera d'acheter un petit peu plus bas, typiquement aux alentours des 5300 points. Ce serait vraiment une aubaine, Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc avant que je vous présente cette turbo call, c'est le CAC 40, je vais vous dire la phrase classique et classique, voilà, ce qui est que les produits présentent un risque de perte en capital, en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc voilà, c'est dit, faites attention à tout ça. Donc voilà, il y a le turbo call sur le CAC 40 ZU72B qui a un prix d'exercice de 5240, une échéance de 15 décembre 2017 et un levier de 37,98. Le prix de vente ce matin, 1,28 € pour un CAC 40 à 5360,95 et on retourne dans le bilan de la semaine avec Denis.
Marché américain, bah là aussi, un pays où tout va bien. Hein. Je vous ai indiqué nouveau record du Nasdaq et du S&P vendredi. C'est parce que ce n'est pas encore mis à jour en fait d'hier, hein, puisque c'est tous les jours. Donc on a hier eu 3 records, en tout cas 2 nouveaux records de la part des grands indices qui montent donc là aussi de jour en jour. Là pour le coup effectivement, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même une baisse de l'euro qui est favorable au marché américain, mais on a en parallèle une hausse du dollar qui n'affecte pas vraiment, en tout cas pour l'instant, les marchés américains. Donc ça, c'est naturellement tout bon pour les marchés européens, puisqu'on est toujours très corrélé aux indices américains, opérateurs américains, qui ont continué, en tout cas, à surveiller de près cette grande réforme fiscale annoncée par Donald Trump. Hein. Donc on l'attendait depuis longtemps. On l'a enfin eu la semaine dernière, ou tout du moins les grandes lignes, de là à savoir effectivement si tout sera voté en l'état, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça a été annoncé. Il y a toujours un climat de relative confiance par rapport à tout ça, même s'il n'y a eu aucune surprise. Tout a fuité de toute façon en fait dès le début de la matinée sur les agences Bloomberg, Reuters, on avait déjà tout. Donald Trump était d'ailleurs pas content, il a dit par tweet bon sang c'est quoi ce soir, j'ai plus rien à annoncer. Mais bon, en tout cas ça n'a pas fait peur, il n'y a pas eu non plus de prise de bénéfice sur le coup, donc on n'a pas marqué le pas, on continue de grimper doucement. Le prochain rendez-vous, c'est effectivement maintenant le début des résultats trimestriels. Ça va être dans quelques jours pour le début. Là aussi, on a un consensus qui est relativement favorable. Hein. On attend, malgré la hausse en tout cas du dollar, une hausse de 4,5% des bénéfices par action des sociétés du S&P 500 hors énergie. On se demande bien ce qui va les arrêter, ces Américains. Qu'est-ce qui va les arrêter, Laurent ? Oh, qu'est-ce qui va les arrêter? Ça, c'est la question à $1 million, Falco. Écoutez, je ne sais pas. Peut-être une remontée des taux plus brutale que prévu, mais c'est vraiment pas ce que nous anticipons pour le moment. En tout cas, sur le S&P, toujours à l'achat. Hein. J'ai tracé sur le chart ce canal ascendant, simplement pour vous montrer que c'est un petit peu la même situation technique sur le S&P que sur le CAC. Pas de timing aujourd'hui, pas de timing immédiat pour accompagner cette hausse. Vous savez, encore une fois, que pendant tout le mois de septembre, on a trouvé des produits et des points d'achat sur le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq pour accompagner la tendance haussière. On continue de payer le S&P. On n'a pas de figure de retournement qui s'est mis en place. On a un RSI, vous le voyez, qui montre encore de la force. Aucune divergence dessus. Cela dit, ce canal ascendant, il a pour unique intérêt le fait qu'on est en train de le tester. C'est effectivement quelque chose qui est arrivé au mois de mars, au mois de juin, au mois d'août, et par conséquent, quand on a des prix qui testent la borne haute d'un canal, ce n'est pas le bon moment pour se porter acquéreur du sous-jacent. Autrement dit, acheter le S&P, oui, maintenant, pas forcément. On pourrait attendre, là encore, un petit repli vers cette première zone à 2508 points, qui effectivement nous fournirait une belle opportunité d'accompagner la hausse. Le stop d'invalidation de très court terme se place sous le dernier pivot, c'est-à-dire le point d'inflexion à partir duquel la tendance s'est remise en place, autrement dit stop sous 2488. Donc contexte haussier sur le S&P, il va falloir être patient et discipliné pour accompagner cette hausse. En tout cas, le produit, il est tout trouvé, c'est un Varan Call évidemment de code XA41B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur le S&P 500 XA41B qui a ce matin un levier de 29,19, une échéance de 15 décembre 2017, son prix d'exercice à 2550 points et son prix de vente 31 centimes pour un S&P à 2529,12. Voilà, avec ce Varan Call, on retourne dans le bilan de la semaine et notre dernière étape dans le bilan de la semaine en fait, c'est quoi? Oui, l'euro-dollar, on revoit un petit peu quand même l'euro-dollar effectivement parce que ça a eu une petite importance en tout cas pour les marchés européens, donc c'est important. Et puis uniquement pour expliquer pourquoi effectivement on a reflué en tout cas là depuis une quinzaine de jours, on est passé un petit peu au-dessus des 1,20 il y a très peu de temps, on est maintenant vite revenu sur les 1,18 voire sous les 1,17 ce matin rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait on a quand même cet effet de ciseau en fait aux États-Unis, on a effectivement une probabilité en tout cas de hausse des taux qui est plus importante, en tout cas de jour en jour, en tout cas pour l'instant à l'horizon du mois de décembre. En revanche, quelques craintes au niveau de la zone euro, même si effectivement c'était assez épidermique, en tout cas des réactions surtout au lendemain, mais pas fondamentales en tout cas. Une élection, on en parlait tout à l'heure, un peu plus compliquée que prévu pour la chancelière allemande Angela Merkel, et un vote donc pour l'indépendance de la Catalogne qui a finalement eu lieu. Ce sont des éléments qui ont eu tendance à plus
d'ailleurs faire réagir peut-être les marchés de devises que les marchés d'actions, mais ça c'est le fait habituel. Un peu plus de certitude aux États-Unis, un peu plus d'incertitude en Europe. Voilà en tout cas pourquoi on a évolué de cette manière au cours des 15 derniers jours. Merci beaucoup Denis pour ce bilan de la semaine. Et on passe à notre prochaine rubrique, c'est les tops et les flops. Alors Denis, quels sont les tops de cette semaine? Alstom, plus 9%, vous le voyez, c'est bien entendu, en fait, tout le monde l'a suivi, hein, et vous peut-être d'autant plus, encore Falco, puisque c'est en réaction à l'annonce d'un accord de rapprochement entre l'allemand Siemens et donc Alstom dans la partie ferroviaire. Dieu sait que Siemens se lorgne sur Alstom depuis des années, à la fois pour l'énergie, mais aussi pour le ferroviaire. Maintenant, c'est fait, quasiment fait, en tout cas, on va dire, c'était salué en bourse, plus 9% pour Alstom la semaine dernière, mais 17% depuis les premières fuites qu'il y a eu en tout cas sur un tel rapprochement. Réaction logique en tout cas. Ensuite, le réassureur Score, ça en revanche c'est assez inhabituel, on en parle très rarement du réassureur en tout cas, donc dans nos tops et nos flops, plus 4% la semaine dernière, c'est à mettre sur le compte du fait que les ouragans Harvey et Irma n'auront que peu d'impact sur les comptes et en tout cas aucun impact sur les fonds propres, donc ça a plu effectivement à la bourse. Enfin, petit tir groupé pour les banques, je ne sais pas citer, mais en gros on a gagné entre 1 et 2%, ce sont tout simplement parce que ce sont des ténors du CAC 40, ça représente en gros un poids de 15% environ du CAC 40, donc quand les banques montent, ça fait monter aussi l'indice. Voilà pourquoi on a peut-être accéléré un petit peu sur le CAC 40 au cours de la semaine dernière. Alors, donc, on a entendu ce qui fait monter le CAC, mais qu'est-ce qui fait baisser le CAC en fait? Les flops, c'est dans lesquels? Oui, pas forcément le CAC, parce que vous allez voir que la plus forte baisse de la semaine, c'est Direct Énergie, donc en tout cas, c'est pas du CAC 40. Non. Et c'est vrai que c'est pas non plus habituel de voir, en tout cas, voilà pourquoi j'ai choisi de vous en parler. C'est un élément typiquement comptable, donc ça, effectivement, je rentre en plus dans votre spécialité, Falco. Le distributeur d'électricité, il y a une petite déception sur les semestriels, des résultats qui sont en baisse, mais c'est uniquement parce qu'il n'y a pas eu d'activation de comptes dans les comptes de report déficitaire. Donc en gros, ils ne payaient pas d'impôts l'année dernière, ils en payent cette année. Quand on regarde la comptabilité en bas, ça fait moins de résultats. Voilà, tout bêtement. Mais c'était une surprise. Les analystes ne s'y attendaient pas du tout. Voilà pourquoi en tout cas ils ont été un petit peu pris à chaud. Et ce qui explique la baisse de 9% de Direct Énergie. Lafarge, le CIM, là on revient dans du CAC 40. Le cimentier qui tenait une journée investisseur organisée à Londres. Et pour la plupart des analystes, les commentaires sont un petit peu jugés prudents en tout cas pour l'évolution des marchés, notamment en Algérie et aux États-Unis. Donc ça refroidit quelques cabinets qui ont décidé en tout cas d'être un petit peu moins favorables à Lafarge, le CIM. Enfin Orpea, gestionnaire de maisons de retraite, très belle valeur, mais moins 2,7%. Pas de grosse déception, simplement là aussi un cabinet d'analystes qui est moins acheteur. Il n'est plus acheteur d'ailleurs, il est passé à conserver. C'est Société Générale, pas de reproche particulier, mais simplement un cours qui est déjà bien monté, donc moins de catalyseurs, moins de potentiel, donc on est moins acheteur, mais ça n'enlève pas en tout cas les qualités intrinsèques de ce dossier très porteur sur le long terme. Merci beaucoup Denis, donc pour les flops, et on va regarder Orpea avec Laurent. Oui Falco, alors effectivement Orpea cette semaine c'est un flop, et c'est peut-être parce que c'est un flop qui m'a plu. Vous savez maintenant que j'aime les replis, autrement dit quand on essaye d'intervenir dans une tendance haussière, les corrections sont toujours des opportunités pour revenir sur le titre à moindre coût. C'est un petit peu ce qui se passe sur Orpea. Alors bien évidemment le repli qui a eu lieu dernièrement, c'est pas n'importe quel repli, la structure du prix est très intéressante puisque vous le voyez, on est revenu sur une polarité, c'est-à-dire une zone de résistance qui a capé les prix pendant un certain temps avant d'être dépassée. Elle devient support potentiel et maintenant support avéré puisque le rebond a eu lieu sur ce niveau. Deuxièmement, on a une moyenne mobile à 100 périodes qui vient épouser le creux et qui sert là aussi de soutien dynamique. Puis troisièmement, on a un petit stochastique qui était survendu et qui repart à l'achat. Autrement dit, Orpea qui est dans une tendance haussière de très long terme, magnifique titre, très très belle progression et comme le disait Denis, sur un marché extrêmement porteur. Donc bon marché, bonne société, bon cours de bourse, belle structure, on achète Falco avec, vous le voyez, un prix qui a été testé dernièrement à 99,95, autrement dit 100 €. La réaction a été jolie avec cette bougie d'avalement haussier. Premier target 107,35, deuxième, on sera sur un territoire inconnu
puisque le titre a évolué dernièrement sur ce dernier sommet sur un pic historique. Deuxième target, 114 € sur Orpea. On va acheter un VAR en call de code ZC46B. Et là, pour le coup, on peut le faire maintenant, pas besoin d'attendre, puisque le repli, on a eu de la chance, il est arrivé pile poil pour l'émission. C'est toujours bien quand Orpea en retraite. Moi, je dis comme ça, il faut en profiter en bourse. Bon. J'espère que vous avez compris le jeu de mots de Tony. Moi, j'ai rien compris, c'est pas grave. Donc, il s'agit d'un VAR en call sur Orpea avec le code ZC46B qui a un levier de 10,40, une échéance de 15 décembre 2017, son prix d'exercice 110 € et son prix de vente ce matin de 15 centimes pour Orpea à 102,35. Donc, prochaine slide, prochaine chose, c'est notre jeu d'investisseur, notre investisseur de la semaine, notre challenge. Vous savez très bien que chaque semaine, on vous demande le mardi de choisir votre produit de la semaine, le produit sur lequel vous pensez que ce sera la meilleure performance pour la semaine qui vient. Et donc lundi soir, on va regarder, on va prendre les cours et comparer avec le prix d'achat du mardi. Et voilà, chaque semaine, vous pouvez gagner cette jolie tasse, 100% mâchée, meilleur investisseur de la semaine. Donc cette semaine, il s'appelle Jean-Michel, qui vient de Rennes, Jean-Michel, qui a fait une performance de 82,46% en achetant un VAR en put sur Brent. Effectivement. Et c'est Laurent qui va nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Michel? Eh bien, Jean-Michel, il a été contrarien, c'est-à-dire qu'il s'est mis en face d'une tendance importante, puisque vous le voyez sur le chart. Depuis la fin du mois de juin, les cours du Brent ont bien évolué, plus de 30%. On était à 45 $ le baril, on est presque monté à 60 $. Et d'ailleurs, dans cette progression, souvenez-vous-en, on avait recommandé l'achat d'un produit pour accompagner cette hausse. Et ce qui s'est passé, et ça n'a pas échappé à l'œil visiblement aiguisé de Jean-Michel, il y a eu cette grande bougie blanche. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'analyse technique maintenant, mais quand on voit des grandes bougies blanches au sommet d'une tendance haussière, en l'occurrence d'un sous-jacent qui a pris 30%, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde est positionné à l'achat et que par conséquent, il y a peut-être plus d'acheteurs. Et c'est ce qui s'est dit Jean-Michel, et il a eu raison. Autrement dit, quand il a vu l'apparition de cette grande bougie blanche qui venait en quelque sorte solder toute cette belle progression, il est passé contrarien, c'est-à-dire qu'il a acheté un put pour accompagner une correction. La correction, elle a bien eu lieu. Regardez toutes ces bougies noires, il y en a 6 qui s'enchaînent et on est en train de revenir vers un niveau de résistance potentiellement support. On va voir si ça tient à 55 $. Donc Jean-Michel, il est rentré avec un put et avec cette belle stratégie contrarienne, il a fait un gain, Falco nous le rappelait à l'instant, de 82% avec son put et il a donc mérité sa belle tasse BNP Produit de Bourse investisseur de la semaine. Exactement, on va la mettre tout de suite dans un petit paquet, on l'a envoyé à Rennes, donc bravo Jean-Michel, et voilà, à la semaine prochaine. Il y a déjà des gens qui ont gagné plusieurs fois on a des traders de haut vol. Voilà, exactement, donc je laisse la tasse ici, très bien, c'est pour Jean-Michel. Voilà, on va passer maintenant, après cette annonce de heureux gagnant de notre challenge investisseur de la semaine, on va passer à notre prochaine rubrique, c'est le focus. Alors Denis, qui sont ces grands gagnants en fait? Oui, déjà effectivement, revenons un tout petit peu plus en détail sur cet excellent mois de septembre, oui. Chiffre à l'appui. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une rentrée des classes très réussie pour la Bourse de Paris puisque le CAC 40 a enregistré une hausse de 4,8%. Je vais aller voir un petit peu les statistiques, en tout cas depuis la création du CAC 40. Sachez que c'est le 6e meilleur mois de septembre de l'histoire du CAC 40 et qu'en moyenne, il est négatif de 1,57% depuis la création. C'est même traditionnellement le mois le plus négatif en tout cas de l'année pour la Bourse de Paris. Superbe performance donc, si on revient simplement sur cette année, c'est le 2e meilleur mois, depuis derrière le mois de mars, 5,43%. Excellent mois de septembre qui a donc permis de sauver le trimestre, puisque effectivement on avait eu 2 petits replis en juillet et en août, moins 0,16, moins 0,53%. C'est bien évidemment effacé grâce aux 4,80% de hausse de septembre.
On termine donc le trimestre sur une hausse de 4,08 contre une baisse moyenne. Sachez là aussi que le troisième trimestre est traditionnellement en baisse, moins 1,93%. Donc excellent trimestre dans une période qui traditionnellement n'est pas favorable. Et au passage, on donne aussi donc tort à l'adage cette année, sell in May and go away. En tout cas, bon, j'ai pris pour référence le fait de vendre ses parts, en tout cas donc ses actions à fin avril. Alors certains disent que c'est durant le mois de mai, que c'est à fin mai. Bon, je ne me suis pas embêté, j'ai pris à fin avril et donc jusqu'à la fin de septembre. Habituellement, on a une baisse de l'ordre de 3,3% en tout cas de l'indice CAC 40 sur la période. Et bien sachez que cette année, on a gagné 1% grâce à cet excellent mois de septembre. Tout le monde est content. Ah, c'est super, donc voilà. Donc, et qui étaient ces gagnants en fait? Quelle action en fait? Alors, il y en a effectivement pas mal, hein, vous le voyez en tout cas sur le tableau. Il y a même des hausses, en tout cas. On a une petite dizaine en tout cas de hausses supérieures à 6 à 7%, ce qui est quand même pas mal, ce qui est effectivement donc un quart du CAC 40. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui ont gagné plus de 10%. Donc, il fallait miser sur qui? Il fallait miser d'abord sur ST Microelectronics. C'est la toute dernière recrue du CAC 40 entrée le 18 septembre. Et sachez que maintenant, du coup, c'est peut-être la valeur qui est la plus sensible à l'évolution du Nasdaq en termes de technologique. Hein. Donc, comme en plus le Nasdaq est au plus haut historique, nouveau record hier, logique de voir ST Micro grimper. Dans la foulée, Airbus, on en parle très régulièrement, c'est effectivement une valeur dollar, donc aidée par le repli de l'euro récent. Et ensuite, donc Air Liquide, petit rattrapage, 10%, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On dit depuis le début de l'année. En tout cas, moi je le pense qu'Air Liquide, ce sera certainement d'un retour en grâce en tout cas d'Air Liquide. C'est peut-être que le début, en tout cas 10% sur le mois de septembre. Et puis un tir groupé de valeurs de l'automobile, Peugeot, Renault, Valeo, 11, 10 et 9%. Là aussi, on attendait ce rattrapage du secteur automobile qui commençait à décevoir un petit peu. D'accord, bon, très bien. Donc on va parler tout de suite sur Renault avec Laurent en fait. Oui, Falco, on a retenu cette semaine Renault. Alors, premier point sur le titre, vous le voyez, on est dans une tendance plate depuis maintenant 6 mois. Ça se retrouve assez facilement à l'écran avec un support important à 74 € et une zone de résistance qui commence à 85,70 jusqu'à 87,26 €. Alors, dans ce contexte plat de moyen terme, on remarque depuis le mois de septembre une très forte impulsion haussière sur le titre avec, vous le voyez ici, une petite consolidation pendant environ 10 jours et on est sorti hier de cette consolidation pour vraisemblablement continuer cette impulsion haussière. L'ADX, qui est un indicateur du mouvement directionnel, de la force du mouvement directionnel, est en forte hausse. On a un RSI qui est également très fort, autrement dit, on a des indicateurs de momentum qui nous montrent qu'il y a encore une pression acheteuse importante sur Renault. A priori, on devrait continuer la progression jusqu'à, vous le voyez, cette zone de résistance. Là, effectivement, on pourra peut-être penser à prendre nos profits. En tout cas, pour le moment, cette petite zone de consolidation avec cette zone de support à 81,10 €, c'est le niveau qu'il ne faut pas pénétrer pour garder cette nature haussière. Autrement dit, stop sous 81,10 et puis on vise dans un premier temps, comme je l'ai dit, 85,70 et puis 87,26. Donc, pour accompagner ce mouvement haussier sur Renault, on a choisi un turbo call de code ZW31B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo call sur Renault ZW31B qui a ce matin un levier de 15,83, une échéance 15 décembre 2017 et son prix d'exercice est aussi impérial désactivante à 80 €. Tout ça pour un prix de vente de 48 centimes pour Renault à 84,09. Et on retourne avec Denis dans la liste des grands gagnants du mois de septembre. Oui, deuxième partie en tout cas de cette liste de gagnants du mois de septembre. Accor, plus 8,1%, Accor, là aussi c'est du rattrapage, mais c'est maintenant en tout cas un beau rattrapage puisque l'action gagne 20%, c'est-à-dire 2 fois plus que le CAC 40 depuis le début de l'année. Une autre valeur dollar, sensible donc au dollar, Sodexo, plus 6%, on la retrouve aussi dans le top 10 ou 11, c'est la 11e effectivement, plus forte valeur. Début de déclic pour Technip, peut-être, ça fait tellement longtemps qu'elle déçoit, elle aussi, que pourquoi pas, en tout cas à surveiller, à confirmer surtout Technip FMC en tout cas qui a gagné 7% sur le mois de septembre. Enfin, Saint-Gobain, Schneider Electric, ce sont deux équipementiers pour la maison, des valeurs de qualité et qui plus est sensibles à l'évolution en tout cas des marchés américains puisqu'ils y sont très présents aux États-Unis. Donc voilà, ça se porte bien.
Parfait, donc on va regarder avec Laurent Schneider en fait. Oui, alors Schneider, qui est un titre qui a évolué fortement pendant toute l'année 2016. Consolidation cette année, à partir du mois de mai, vous retrouvez ici la construction de ce canal latéral. Et puis les cours ont réussi à s'extraire de cette zone de consolidation avec la formation d'un triangle ascendant. C'est une figure d'analyse technique qui est connue, qui est une figure qui présage d'une continuation de la hausse qui précède la construction donc du triangle, des cours qui sont au-dessus d'une moyenne mobile à 10 périodes, un ADX qui repart à la hausse, un RSI qui est toujours suracheté, donc encore une fois de la force sur Schneider. Maintenant qu'on est sorti de cette grande consolidation, on devrait continuer de progresser. Première cible à 76 €. Alors j'ai oublié de vous dire qu'on est sur des niveaux de sommet historiques actuellement, donc prochaine cible 76 €, et puis ensuite 81 € donc sur Schneider. On peut acheter tout de suite ou alors on peut attendre. On prend le risque effectivement de ne pas voir les cours se replier sur cette petite résistance qui forme, vous voyez, le haut de ce triangle ascendant. Donc soit on espère et on attend un repli pour payer moins cher, soit on rentre tout de suite. En tout cas, on paye Schneider. Et pour ce faire, on choisit donc un turbo infini Best Call de code ZT62B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur Schneider un turbo infini Best Call ZT62B qui a un levier ce matin de 13,17, une barrière désactivante et un prix d'exercice à 69,6828. Et qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Oui, son prix de vente 56 centimes pour Schneider à 74,21. Et on retourne dans le focus avec Denis et il y a quelques exceptions. En fait. Pas tout le monde est monté. Oh, c'est vraiment histoire de vous les citer, parce que c'était pas la personne qui est le plus important. On a du ArcelorMittal, c'était pour faire le plaisir à Laurent, parce qu'il faut que j'en parle quand même à chaque émission. Alors on l'a payé la semaine dernière. Vous n'étiez pas là, Denis. On l'a payé et quel trade on a fait. On a payé le support avec un risque minime et ça a explosé derrière. Super. Donc on en parle tout le temps. En tout cas, effectivement, c'est une valeur qui est très volatile. Voilà, et c'est du moins 3,7, mais c'est vraiment histoire d'en parler. C'est les prix du nickel, en tout cas de l'acier, à suivre de séance en séance. Orange et Unibail Rodamco, là il faut y voir en tout cas plutôt la perspective d'une hausse des taux. C'est jamais bon pour les foncières, c'est pas bon non plus pour les télécoms, surtout les pure players en tout cas comme Orange, des valeurs qui sont entreprises qui sont structurellement très endettées. Donc quand il y a une remontée des taux d'intérêt, c'est jamais très bon pour leur compte. Voilà, c'est tout. Super, merci Denis pour ce focus et on va tout de suite passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer. Alors, retour avec Denis, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Bon, ça va encore être une semaine assez calme, mais traditionnellement, il y a une chose qu'il ne faut pas manquer, ce sont les chiffres de l'emploi. Ce sera pour le mois de septembre, c'est tous les premiers vendredis du mois, 14h30. Naturellement, on va regarder. Et puis, l'ISM des services, on peut regarder si on veut. C'est moins important pour moi que la partie manufacturière qu'on a déjà eue. Et les commandes de biens durables. Zone euro, prix à la production, on les a eu ce matin. Le PMI des services, ça aussi, on regardera. Et les commandes à l'industrie en Allemagne. A priori, rien de bien quand même susceptible de faire bouger beaucoup les marchés, hormis les chiffres de l'emploi de septembre. Ce n'est pas non plus la Chine qui va en tout cas faire bouger les marchés, puisque tout est fermé pour la semaine en or, la Golden Week, donc semaine calme, on va dire. On ne sait jamais. On va le savoir à la fin de la semaine. Et pour les entreprises? Ça, c'est pas faux. C'est sûr qu'on le saura à la fin de la semaine, Falco. Bien analysé d'ailleurs. Bravo. Oui, quelle lucidité. Oui, non. Des fois, ça m'arrive. Et donc, là, en tout cas, c'est calme plein. Vous allez voir, j'ai même mis OL Group. Donc, c'est vraiment pour satisfaire ceux qui s'intéressent au football, parce que j'ai rien trouvé de plus intéressant à parler, en tout cas au niveau des entreprises. Résultat, USA, États-Unis, Yum Brands, connu pour KFC, pour Pizza Pie, je crois, ou en tout cas ce genre de choses. En tout cas, KFC, j'en suis sûr. Et Monsanto. Tout ça, c'est de la bonne nourriture. Exactement. OL Group pour les matchs. Oui, très bien. On s'occupe de vous ici. Pas que le produit d'investissement. Monsanto, là, je décommande l'utilisation, en tout cas pour les particuliers. Monsanto qui a été racheté de toute façon, quoi qu'il en soit, par Bayer. Voilà, pour cette semaine.
D'accord, donc ça c'était déjà à ne pas manquer et on est déjà à la fin de notre émission en fait et il me reste juste de vous donner les prochains rendez-vous. La semaine prochaine, évidemment le mardi 10 octobre, on a le 100% marché à midi comme d'habitude et ce jeudi le fameux webinaire avec Laurent, le webinaire revenu des techniques des marchés à 18h, jeudi 18h, je vous invite de nous rejoindre et discuter avec vous et analyser ensemble avec Laurent les derniers mouvements du marché. Et voilà, il me reste juste à dire merci Denis pour cette belle émission, merci Laurent pour cette super analyse et bravo encore aux gagnants de la semaine, Jean-Michel Rennes et merci à vous tous d'avoir été avec nous et je dis à la semaine prochaine et à jeudi soir. Au revoir.